Ah, allez. Après, on parle entre nous, on se fiche de la caméra et tout le bazar. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Siècle Vert. Aujourd'hui, je vous accueille avec mon confrère et néanmoins ami Antoine Jandé, rédacteur en chef de Wikiagri. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler des prochaines élections européennes. Hémorragie agricole pour les prochaines élections européennes, c'est le thème que nous avons retenu. Le prochain Parlement européen aura à débattre de la future PAC. Pour l'instant, nous connaissons beaucoup de spécialistes du dossier agricole qui vont quitter ce Parlement. On peut citer Michel Dantin qui a annoncé qu'il ne retournait pas. On peut citer José Bové. On ne sait pas encore, dans les listes en cours de préparation, qui pourrait défendre l'agriculture française. Pour en parler, j'accueille Angélique Delahaye, qui est députée européenne. Bonjour. Bonjour. Christophe Biteau, qui est producteur arboriculteur en Bretagne. Bonjour. Et représentant de la liste Rassemblement Citoyen Gilets Jaunes. Ah, et qui va nous faire une annonce tout à l'heure. Franck Montaugé, qui est sénateur du Gers. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Marie Serroni, qui est agroéconomiste, spécialiste des questions européennes. Bonjour. Bonjour. Et qui a publié récemment PAC et mondialisation, une politique européenne encore commune, aux éditions Quaim. Première question, peut-être pour vous, Angélique. Alors, chez vous, votre parti, c'est les Républicains. La liste est en cours de préparation. On sait que Michel Dantin, qui est votre collègue au Parlement européen, a décidé de ne pas retourner. Et vous, alors, vous en êtes où ? Moi, j'ai posé ma candidature. C'est très clair, début janvier, comme on doit le faire légitimement, pour faire savoir qu'on est candidat. Voilà, aujourd'hui, moi j'attends la décision de ma famille politique quant à la constitution de la liste et de la position qui sera consacrée à l'agriculture. Je n'ai pas de scoop et d'annonce à vous faire particulière. J'espère simplement qu'en tant que parti qui aujourd'hui se positionne sur la défense de l'agriculture et du monde rural, on fera une place aux représentants de l'agriculture à un niveau dans la liste qui lui permettre d'être à peu près sûr de pouvoir aller défendre au Parlement européen la vision de notre famille politique de l'agriculture. Ça veut dire qu'il faut être quoi ? Il faut être dans les 10 premiers ? Écoutez, ça dépend quel sondage on regarde. Moi, je ne suis pas une grande experte des sondages. Moi, je suis une technicienne avant tout. Alors, certes, je suis une personne politique puisque je suis un parlementaire. Pour autant, voilà, les sondages sont ce qu'ils sont. Quelqu'un disait très récemment, si on les avait écoutés, on se serait retrouvé avec Dominique Strauss-Kahn et celui qui aurait succédé n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, les sondages sont ce qu'ils sont. Moi, je m'attache à défendre un certain nombre de dossiers et une certaine vision de l'agriculture au plan européen. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Je dis en tous les cas qu'elle correspond à un certain nombre de valeurs. On verra bien ce que ma famille politique décide d'en faire. Alors aujourd'hui, il y a deux élus républicains qui s'y connaissent vraiment en agriculture, Michel Dantin et vous. Donc Michel Dantin n'y retourne pas. Est-ce qu'il y a un autre élu potentiel qui pourrait être parmi les éligibles ? À ma connaissance, non. Enfin, je n'ai pas connaissance d'une candidature déposée qui aujourd'hui pourrait porter les couleurs des Républicains au Parlement européen. Mais est-ce que les syndicats agricoles défendent votre candidature ? Est-ce que Christiane Lambert a téléphoné à Laurent Wauquiez pour lui dire, écoutez, nous on veut Angélique en 6e ou en 7e position ? Ça, c'est pas un secret de polichinelle. Moi, Christiane me l'a dit à plusieurs reprises. Ça a été validé même par écrit. Donc, j'ai effectivement le soutien de la FNSEA. Pour moi, c'est important. C'est ma famille d'origine au plan agricole. Donc, c'est important évidemment qu'elle me soutienne. Mais moi, j'ai une vision de l'agriculture qui va peut-être, je pense, au-delà des aspirations des uns et des autres, parce qu'elle est aussi, et elle se doit d'être connectée avec les attentes sociétales et les enjeux mondiaux auxquels l'agriculture française et européenne va avoir affaire. Elle a déjà affaire aujourd'hui, mais plus que jamais demain, dans la proposition d'une nouvelle politique agricole commune. Alors je vais me tourner vers vous, Franck Montaugé, vous êtes sénateur du Gers, sénateur socialiste.
Vous êtes proche d'Éric Andrieu, qui est parlementaire européen sortant, et là aussi, vous poussez sa candidature. Alors si vous me permettez un propos liminaire, je pense que les hommes et les femmes sont importants, ils portent les projets, mais ce qui est encore plus, c'est la nature et le contenu du projet. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Ce que je constate, c'est qu'Éric Andrieu est un député européen extrêmement actif. Au niveau bruxellois, des responsabilités importantes lui ont été confiées par la Commission pour réformer l'organisation commune de marché. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Et il a une action de terrain aussi extrêmement importante. Et moi je suis particulièrement concerné à cet égard, puisque mon territoire, une partie de mon territoire est exclue des zones défavorisées à l'occasion de la révision de la carte proposée par le gouvernement français. Et Éric Andrieu, parce que nous considérons que ce qui est en train de se passer n'est pas normal pour les éleveurs concernés, qui sont exclus des ICHN, engage une démarche pour obtenir la transparence qui se doit à l'égard des modes de calcul, de la méthodologie qui a été appliquée par le gouvernement français et à l'égard du contribuable d'une manière plus générale, puisqu'il s'agit quand même d'argent public et qu'il s'agit aussi de la vie d'éleveurs, 110 éleveurs dans le Gers qui sont concernés par cette affaire-là. Donc effectivement, je soutiens Éric Andrieu, j'espère qu'il sera en position éligible sur la liste. Voilà, mais la notion d'éligibilité est fonction aussi des scores qu'on peut réaliser. À cet égard, on n'y voit pas très clair, a fortiori quand on ne connaît pas les têtes de liste et qu'on n'a pas commencé à discuter des projets. Aujourd'hui, en France, il y a une personne qui fait campagne européenne, c'est le président de la République. Voilà, et c'est bien son droit. Alors, au Sénat, vous faites partie d'une commission du suivi de la PAC. Hein, vous êtes l'un des 4 présidents. En quoi consiste cette commission? Parce que la PAC, elle se décide au Parlement européen, finalement. Et en quoi le Sénat peut intervenir? La politique agricole commune se décide au Parlement européen, mais elle concerne l'ensemble des citoyens européens. Donc il est tout à fait normal que la représentation nationale s'y intéresse, compte tenu des enjeux, de l'importance que cette politique a dans les institutions européennes aujourd'hui. Donc le Sénat a mis en place un groupe de suivi de la réforme de la politique agricole commune. Et nous en sommes à la 3e proposition de résolution européenne pour faire connaître à la Commission européenne, au Parlement européen, les orientations que nous souhaitons être prises pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain pour l'ensemble des agriculteurs européens, en particulier les agriculteurs français. Donc il y a des sujets évidemment privilégiés par rapport à ça. Il y a la question du budget, mais je crois qu'il ne faut pas résumer la question de la future PAC à son budget. Voilà, pour nous, la question centrale est comment rend-on efficient les crédits de la PAC, fût-ce dans un contexte de baisse budgétaire. Voilà. Moi, je ne le souhaite pas, évidemment, on ne le souhaite pas. Mais la vraie question, c'est comment structurellement on réforme la PAC. Donc, je prends un exemple que vous pourrez peut-être aborder un peu plus tard dans la discussion, celui de la gestion des risques. Il faut arriver à protéger mieux qu'on ne le fait aujourd'hui en Europe nos agriculteurs à l'égard des marchés. Voilà, de réforme en réforme, on a abandonné le soutien et la protection des agriculteurs. Ils sont confrontés au marché, à la variabilité des prix, etc. Il faut absolument, avec la prochaine PAC, arriver à mieux les protéger. Et nous, on trouve au Sénat que, par exemple, sur la question de la gestion des risques, de la boîte à outils de gestion des risques, on n'en parle suffisamment pas, on n'en parle pas, on laisse ça dans le 2e pilier alors que ça pourrait très bien faire partie du 1er pilier. Et je rajouterais, pour ne pas être trop bavard, je l'ai déjà été un peu, et laisser la place aux personnes qui sont sur le plateau. Il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur et qui touche à la question du verdissement, qui est en lui-même déjà très compliqué. Voilà, moi je pense que le temps est venu. Aujourd'hui, il y a un slogan sur le stand du ministère de l'Agriculture, stop à l'agribashing. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on est tous d'accord pour dire ça, comment on fait? Voilà. Moi, je suis porteur avec mes collègues, mais moi en particulier, et notamment notre sénateur de l'Hérault, Henri Cabanel, on est porteur de la mise en place de paiements pour services environnementaux ou une prestation pour services environnemental rendue par les agriculteurs à la société dans son ensemble. Voilà. Je pense que ce serait un bon moyen de réconcilier la société dans son ensemble
avec le monde agricole. C'est une possibilité parmi d'autres, mais je crois que ça mérite d'être réfléchi, comme il sera nécessaire de réfléchir aux services écosystémiques, voilà, à toutes ces choses-là qui font aussi l'agriculture d'aujourd'hui et plus encore l'agriculture de demain. Alors, avant de réagir à tout cela, où on est déjà dans le vif du sujet, on continue notre petit tour de plateau. Jean-Marie Seroni, vous êtes un observateur avisé des institutions européennes, et notamment du Parlement. Vous connaissez le boulot qui est fait par les parlementaires actuels. Quelle est votre vision et votre jugement de ce qui est en train de se passer? On est pessimiste quand on dit qu'on risque de ne plus avoir grand monde pour défendre l'agriculture française à Bruxelles? Moi, je suis persuadé qu'il y aura des spécialistes de l'agriculture élus au Parlement, parce qu'on en a impérativement besoin. J'espère que ce n'est pas une naïveté quand je dis que je suis convaincu qu'il y en aura. Le budget de la PAC, c'est pas tout à fait 40% du budget européen. On est au cœur des problématiques d'avenir, que ce soit en termes géostratégiques, et je rappelle que le président de la République a démarré son discours d'ouverture sur une question géostratégique. On est au cœur de la question de la santé, donc de l'alimentation, de la santé, de l'environnement, et puis bien sûr au cœur du métier des agriculteurs, mais plus largement que les agriculteurs, l'ensemble du monde rural. Donc ça c'est majeur. Deuxièmement, le Parlement est co-décisionnaire de la politique agricole commune. Donc ça c'est la deuxième réforme qui va se faire sous ce régime-là, et on voit que ce n'est pas que des 20 mots. Le règlement Omnibus, qui n'est pas la réforme de la PAC, mais le règlement Omnibus, doit beaucoup, dans sa forme actuelle, aux parlementaires, et notamment aux parlementaires français. Donc ce rôle de parlementaire dans la mise en œuvre, dans la conception de la politique agricole commune est pour moi essentiel. Et la politique agricole commune, c'est de la politique, c'est de la réglementation, mais c'est aussi et surtout de l'agriculture. Et il faut comprendre, il faut connaître, tout le monde peut connaître, mais il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut le vivre de près, de l'intérieur, de l'ensemble du monde rural et du monde agricole. Il y a de l'économie, il y a de la sociologie, il y a du vivant, il y a de la sécheresse, il y a de la pluie. Il faut intégrer tout ça de manière préventive dans la conception de la politique. Et puis, encore plus, c'est des hommes et des femmes, ce sont des acteurs qui font l'agriculture. Et il faut comprendre aussi la façon dont ils vivent, ce qu'ils veulent, comment ils réagissent. Quand on dit on veut une agriculture plus environnementale, c'est les agriculteurs et les agricultrices qui le font. On ne le fait pas contre eux. Enfin, il ne faut pas le faire contre eux. Donc pour moi, les parlementaires en matière agricole, c'est essentiel. Et je suis sûr que dans l'ensemble des familles politiques, il y en aura. Et ce que je comprends, mais Angélique nous en parlera mieux puisqu'elle le vit, qu'il y a quelque part un triple jeu. Dans le Parlement, il y a les métiers, il y a les familles politiques et il y a les pays ou les types de zones. Et c'est ce qui fait que le travail du Parlement européen n'a rien à voir avec le travail du Parlement national, quels que soient les pays, où vous êtes plus dans la recherche de consensus que dans le calcul des voix pour passer en force à un moment donné. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris en allant vous rencontrer les uns et les autres à plusieurs reprises. Voilà, nous avons également sur le plateau Christophe Biteau. Christophe Biteau, donc vous êtes non seulement vous cultivez vos pommes donc en Bretagne, mais vous allez aussi nous annoncer un scoop. Un scoop, non. Disons qu'effectivement, je fais partie d'un mouvement Gilets jaunes qui a décidé d'aller aux européennes pour défendre les valeurs des Gilets jaunes, qui s'appelle le Rassemblement citoyen Gilets jaunes. Et qui a l'intention de se frotter un peu de politique, puisque aujourd'hui on ne peut plus se contenter de nos manifestations hebdomadaires, et que nous croyons que de toute manière nous sommes en démocratie, et qu'en démocratie on est obligé de passer par le suffrage, qu'il soit européen, municipaux ou universel. Donc effectivement, nous, l'intérêt des européennes et de donner une conscience politique à un mouvement qui en a besoin. Il y a des enjeux certains aujourd'hui qui sont ceux de l'agriculture, et nous sommes au Salon de l'agriculture. Je suis représentant des agriculteurs au sein de mon mouvement, en position éligible, tant est qu'on peut espérer un ou deux députés. On n'y est pas encore quand on sait comment fonctionne la démocratie aujourd'hui, mais toujours est-il que le but à atteindre est de donner une conscience politique à un mouvement et une portée à un discours qui est nécessaire.
Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs listes gilets jaunes. Expliquez-nous ça. Bah, écoutez, c'est ce que disent les médias. Maintenant, il semblerait quand même qu'il ne va pas en rester tant que ça à la fin. La mienne en sera. C'est pour ça qu'elle s'appelle Rassemblement Citoyen Gilets jaunes. La liste à Levavasseur est partie. Celle à Drouet s'est évaporée. En clair, aujourd'hui, nous, on appelle au rassemblement. On est attaché à une représentation territoriale complète du territoire, c'est-à-dire à une gestion par département d'un représentant. On est 79 sur une liste, ça nous prépare à d'autres élections. Nous sommes très attachés ou contre la centralisation du pouvoir actuel que nous déplorons, et c'est pour ça que nos concitoyens et le peuple est dans la rue, et les élections sont là pour le rappeler. Vous seriez en quelle position sur cette liste, a priori? Écoutez, pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté. Mon chef de liste sera Thierry Paul Valette, ça c'est certain. Aujourd'hui, il se trouve que dans mon groupe, j'ai un groupe qui s'appelle Lanceurs d'alerte, Gilets jaunes, même combat. Les lanceurs d'alerte, la semaine dernière, il y a eu une procédure contre UBS qui a rapporté 2,7 milliards € au profit de l'État français. La pourvoyeuse de cette procédure est au RSA depuis 10 ans. Ça fait partie des injustices sociales et inadmissibles que l'on porte. Oui, lanceurs d'alerte beaucoup sur ma liste. Et on va se servir des élections pour porter leur voix. Ils en ont grand besoin. Alors revenons à la PAC et aux travaux du prochain Parlement européen. Angélique Delahaye, le sénateur Montaugé, a évoqué plusieurs dossiers, la gestion des risques, le budget. Quelle est votre position et celle de votre famille politique sur ces sujets-là? Il suffit de regarder le vote qui a eu lieu en commission agriculture pas plus tard que mardi dernier, où effectivement une très large majorité des parlementaires en commission agriculture a décidé de stopper le débat et le vote en commission agriculture et de ne pas emmener le dossier en plénière. Alors, sûrement pour des raisons différentes les uns des autres en fonction des sensibilités politiques, mais ce qui importe, et moi je suis une paysanne et je suis pragmatique, c'est le résultat. Et le résultat est que, en tous les cas, moi, démocrate, je considère que ça n'est plus à moi, en fin de mandat, de décider pour ce qui va se passer au prochain mandat. Je ne sais pas ce que sera le Parlement. Il sera ce que les citoyens français désireront en faire. Et européens. Et européens. Enfin, en tous les cas, pour les parlementaires français au Parlement européen, c'est les citoyens français qui doivent s'exprimer. Et moi, je trouve très bien qu'il y ait une liste gilets jaunes qui se mette en place. Enfin, je veux dire, c'est la démocratie. Il faut respecter cette démocratie. C'est le ciment de notre République. Si on ne la respecte pas, je veux dire, on est foutu. On dit chez moi. Donc, je pense que c'est important. Chacun a des valeurs, chacun a des idées. La grande richesse du Parlement européen, je voudrais le partager avec vous, parce que moi je l'ai découvert à l'occasion de ce mandat. J'ai toujours été convaincue par la question européenne, j'ai été longtemps responsable agricole et je sais que la plupart des décisions se prennent à Bruxelles, mais je trouve très important ce qu'a dit le sénateur. Ça ne peut pas se prendre contre l'avis des peuples européens et contre leur représentation nationale, et c'est pour ça que dans ma famille politique, le président actuel a décidé qu'il y a un groupe de contact permanent entre les députés, les sénateurs et les députés européens de ma famille politique. Et ça, c'est primordial. Moi, je me suis sentie souvent seule à prendre des positions politiques pour ma famille sans connexion avec le terrain des élus à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Donc pour moi, c'est hyper important. Au-delà de ça, la politique agricole commune, moi, la raison pour laquelle je me suis, au moment du vote, positionnée contre un passage en plénière, c'est que je considère qu'il n'y a pas de vision de l'agriculture et de l'endroit où on va atterrir. On n'est peut-être pas d'accord pour atterrir tous au même endroit, mais on sait bien que le modèle d'aujourd'hui ne peut plus perdurer. Il faut le faire évoluer. Parce que la société a évolué, parce que les outils qu'il faut mettre en place aujourd'hui, non seulement pour préserver le revenu de l'agriculteur, enfin moi, vous avez des zones défavorisées simples, j'allais dire les mêmes chez moi. Et je me suis battue, j'ai interrogé le commissaire dès 2017, bien avant qu'Éric le fasse, et la réponse qu'il lui a faite, c'est exactement la même qu'il m'a faite un an avant. Donc je veux dire, le sujet, il est français, il n'est pas européen. Il est français, on est d'accord. Complètement d'accord avec vous. On est complètement d'accord là-dessus. Moi, ma vraie problématique sur la proposition de la Commission, c'est que je ne vois pas le lieu d'atterrissage.
On est dans le bricolage d'outils qui ont été faits pour la réponse à une agriculture qui avait pour objectif de nourrir après la guerre et non pas de répondre aux contraintes d'aujourd'hui, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient environnementales. Enfin, bon sang de bois, qui est la première victime du changement climatique ou du dérèglement climatique, si ce n'est l'agriculteur. Moi, je vois en ce moment, nous on plante, on est en pleine culture de plantation de printemps. Mon mari se fait alors des cheveux ou en perd, j'en sais rien, parce que dans 6 à 8 semaines, tout va arriver en même temps. Les 3 semaines de plantation, les gens ne vont pas se relever la nuit pour en manger. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va en jeter. Moi, je me bats depuis des années, et j'ai commencé avec Guillaume Garot sur le gaspillage alimentaire. Donc on va donner à des associations. Mais ce n'est pas le but d'un agriculteur. Le but d'un agriculteur, ce n'est pas de produire pour jeter. C'est bien qu'on puisse donner aujourd'hui. Moi, je suis présidente de Solal, donc ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais il faut quand même vivre de notre métier. Et moi, mon vrai problème dans la proposition de la Commission, c'est que je ne vois ni stratégie, ni politique. Et ça, ce n'est pas acceptable. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Angélique Delahaye, un petit peu sur le fonctionnement au niveau du Parlement européen, au niveau du groupe majoritaire? Parce que LR, les Républicains en France, n'est plus le premier parti de France, alors que le groupe PPE, au niveau européen, est le majoritaire. Alors, je vous corrige, Antoine. Ce n'est pas un groupe majoritaire. Ça, c'est une erreur. Ça fait plusieurs fois que je le vois dans les papiers médias. C'est justement la richesse du Parlement européen. C'est qu'il n'y a pas de groupe majoritaire. Donc aucun groupe ne peut prendre la décision à lui tout seul. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse au Parlement européen. C'est une de mes motivations pour y retourner. Quand je travaille avec Eric, on ne partage pas toujours tout avec Eric. On s'engueule, on se frictionne. Éric Andrieux. Mais, oui, Éric Andrieux. Mais au bout d'un moment, il faut bien trouver un point d'atterrissage ensemble. Et donc, il faut bien que chacun fasse un bout du chemin pour arriver à trouver la solution qui va répondre aux intérêts, à l'intérêt général de l'agriculture française. Moi, je le redis, je suis parlementaire français au Parlement européen. Donc, évidemment, je suis européenne, mais j'y vais d'abord pour défendre les intérêts de la France. Les Allemands n'ont aucun scrupule à défendre les intérêts de l'Allemagne avant le reste. Donc moi, je ne le fais pas contre l'intérêt européen. J'essaie de trouver le modus vivendi entre les intérêts français et les intérêts européens. Mais je vais vous donner un autre exemple. Je travaille avec Eric, mais je vais déposer une objection avec Michel Rivasi dans mon propre groupe. Me dit, mais Michel Rivasi, député écologiste. Excusez-moi, oui, merci, merci Olivier. Comme quoi, au Parlement européen, quand on considère que l'intérêt des citoyens, des consommateurs prime avant le reste, on est capable d'aller au-delà de nos clivages politiques. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est valorisant au Parlement européen. Moi, je vais déposer une objection avec Michel Rivasi sur les néonicotinoïdes. Voilà. Et ça ne me pose aucun problème de conscience. Et ça ne pose aucun problème à mon groupe politique. Hein, que l'on taxe, conservateur, enfin, voilà, on peut trouver tous les termes. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. C'est où est l'intérêt des consommateurs ? Où est l'intérêt des citoyens? Et pour moi, où est l'intérêt des agriculteurs? Il faut trouver un consensus au travers de tout ça. Jean-Marie Serroni, c'est vraiment le rôle du Parlement européen? Voilà, c'est vraiment le rôle du Parlement européen et je pense que la position qui a été prise par la Commission agricole, donc, qui fait qu'il n'y aura pas, on est certain maintenant qu'il n'y aura pas de mise en œuvre de négociation de la réforme avant la fin du mandat. Donc, on va gagner, gagner ou perdre. Enfin, il va y avoir un décalage, voilà, de 2 ans vraisemblablement, de 2 ans. Pour moi, ça permet 2 choses. Ça permet de remettre de la politique, parce que dans la réforme de la politique agricole commune proposée par le commissaire, en fait, il n'y a pratiquement rien d'orientation. Ce qui change, et c'est majeur, c'est le mode de mise en œuvre, et donc est une mesure technique, voire technocratique, qui aura des incidences sur les orientations, mais ce n'est pas un choix d'orientation. Et donc ça permet à court terme que dans la campagne européenne, on parle de la politique agricole commune, puisqu'elle ne sera pas faite. Et donc là, c'est tout l'enjeu du débat. Et le deuxième enjeu, c'est que ça va réouvrir du temps, et donc vraisemblablement réouvrir des débats. Et je pense, je sens que ça peut ouvrir des débats, notamment sur la question de gestion des risques, qui était quasiment absente dans le projet de Phil Hogan. Et donc là, on a cette opportunité.
Et à tout malheur, il y a toujours un aspect positif. La sécheresse de cet été qui a frappé nos amis du Nord et nos amis allemands leur a fait comprendre... leur a fait comprendre que les revendications que nous portions au niveau des pays du Sud sur cette gestion des risques, et notamment des risques climatiques, n'étaient pas une vue de l'esprit. Et je sais que leur position et leur demande vis-à-vis de la Commission a changé. Et donc ça ouvre des opportunités, et donc il faut des gens pour les porter, pour les travailler, et pour construire à la fois la politique, la réglementaire et l'économique. Franck Montaugé, il va falloir faire monter la politique agricole commune et la politique agricole dans les projets des partis aux élections européennes. Il va y avoir du boulot quand même. C'est certain, mais on a quand même deux bases qui me semblent quand même importantes à intégrer dans ce travail effectivement de montée en puissance de l'enjeu agricole au niveau européen. On connaît les orientations depuis le mois de décembre du gouvernement français en matière de négociation de la politique agricole commune, et on connaît les propositions de la Commission. Monsieur Serroni l'évoquait. La proposition qui est faite me semble quand même substantiellement différente de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, avec un risque de renationalisation et de délitement, je pèse mes mots, de la politique agricole commune extrêmement fort. La grande politique sur la base de laquelle s'est constituée l'Union européenne est en passe, petit à petit, de révision en révision, de disparaître. Alors moi, je pense qu'il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet, et personnellement, avec mes collègues du groupe de suivi de la PAC du Sénat, on fait une analyse ambivalente de cette accentuation de la subsidiarité. Ça peut se faire au bénéfice effectivement des agriculteurs des États-nations, aspect décentralisation, etc., qui peut être intelligemment repris, mais ça peut se faire aussi à leur détriment, avec une exacerbation de la concurrence entre pays, entre agriculteurs de l'Union européenne. Donc on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là de l'analyse. Il faut en discuter entre nous, au-delà de nos différences partisanes, pour dégager le meilleur compromis dans l'intérêt de nos agriculteurs et des consommateurs et des contribuables. Enfin, c'est les mêmes, quoi, hein. Donc là, vraiment, il y a un sujet de fond qui renvoie au projet européen et à la place de l'Europe dans le monde, à l'égard des autres masses continentales, à l'égard desquelles nous sommes exportateurs ou importateurs, avec lesquels on commerce, et qui déterminent aussi la performance et la qualité de l'agriculture, des agricultures nationales européennes. Angélique Delahaye, vous voulez réagir? Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Juste deux mots pour dire que un des éléments, à mon avis, les plus prégnants, c'est effectivement le risque de renationalisation et d'exacerbation des concurrences. Enfin, là où moi, ma déception a été très forte sur la proposition de la Commission, alors c'est pas parce que c'est moi qui ai porté le rapport, mais parce qu'on l'a co-construit avec les collègues. J'ai fait un rapport sur la volatilité des prix qui a été voté vraiment à une très large majorité. Moi j'ai porté le rapport sur l'éco-scheme dans le premier pilier, qui a été aussi en commission environnement voté à une large majorité. Résultat des courses, le vide sidéral, si ce n'est une réponse technocratique sur le basculement d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. C'est tout. Ça a simplifié, et ça va simplifier la vie à qui ? À la technocratie bruxelloise, mais sûrement pas aux paysans, et sûrement pas aux fonctionnaires nationaux, et sûrement pas aux fonctionnaires nationaux. Donc je crois que on commettrait une erreur majeure, et c'est en tous les cas que j'ai vécu de l'intérieur de la commission agriculture, qui a motivé aussi le vote pour stopper les discussions à la simple commission agriculture, pour ne pas aller en première lecture du Parlement européen. Et excusez-moi d'avoir monopolisé. Christophe Vito, vous vous apprêtez peut-être, en cas d'élection, à découvrir un monde... On ne le découvre pas, je le vis. Je suis agriculteur depuis 88, donc forcément, je le connais un peu. Notre mouvement a pour leitmotiv de remettre l'individu au centre. Ça passe aussi par une gestion du peuple européen. Parce que contrairement à ce qu'on croit, nous croyons aussi à une nécessité de l'Europe pour des grands enjeux
que sont l'immigration, que sont l'impact et les déficiences de gestion au niveau du climat, l'Europe est la bonne échelle pour certains secteurs, même quand on ne croit pas à la centralisation du pouvoir. Donc, pro-européen sur ces dossiers. Maintenant, je crois quand même qu'il est nécessaire aussi d'avoir une représentation du peuple par le peuple. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a un discours qui n'est plus tout à fait en corrélation avec ce qu'on voit sur le terrain. Nous avons, au niveau de l'agriculture, près de 260 suicides en 2018. Nous avons des primes bio qui ne sont plus payées depuis 3 ans, alors que le consommateur exige une alimentation de qualité et du bio. Donc, excusez-moi, il est grand temps que la politique se mette en corrélation avec ce que demande notre électorat. Angélique Delahaye, pardon. Moi, je souscris à ce que vous dites, sauf qu'il y a un moment, il faut faire la différence entre les responsabilités des uns et les responsabilités des autres. Le non-paiement des aides bio, c'est pas l'Europe. Et là, moi, je me sens représentant d'un électorat. Évidemment, c'est peut-être pas le même que vôtre, c'est peut-être pas le même que le vôtre, mais c'est un électorat. Et je suis une représentante des citoyens français au Parlement européen. Donc, il ne faut pas qu'on remette en cause la légitimité des uns et des autres. Je ne remets pas en cause votre légitimité. Mais ce que je veux dire, je sais très bien que le budget européen vis-à-vis de la bio a été voté par l'Europe et distribué à l'État français. Sauf qu'il y a quand même un moment où je pense que tout le monde a des comptes à rendre à tout le monde et qu'il n'est pas interdit aux députés européens de demander des comptes à l'État français. Et en l'occurrence au ministère de l'Agriculture. On va faire un deuxième débat l'an prochain sur ce sujet. On reviendra. D'ailleurs, on reviendra. On peut toujours demander des comptes, sauf que nous, on n'a aucun pouvoir à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai que le pouvoir de dire les choses. Et il y a un moment, chacun ses responsabilités. Au sein du gouvernement et des gouvernements précédents, et il n'y a pas de connotation politique de ma part, parce que j'ai été responsable agricole sous différents gouvernements. Donc, il y a eu des erreurs qui sont faites, il faut savoir les assumer. Moi, j'ai été conseillère régionale, donc je sais toutes les problématiques que les régions ont eu à mettre en place le deuxième pilier de la politique agricole commune sur la mise en œuvre d'outils informatiques. Simplement d'outils informatiques qui n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû fonctionner. Donc on va, voilà, on va pas rentrer dans ce débat. Là où je vous rejoins, c'est le rôle des parlementaires sur le contrôle du gouvernement, mais au niveau français. Parlement français. Au Parlement français, on est bien d'accord. Ceci dit, non, oui, et j'y rajouterai l'évaluation des politiques publiques. Ouais. C'est aussi une des missions des parlementaires qui est trop souvent passée sous silence et qui aurait sa place au niveau européen comme national sur les politiques agricoles. Moi, je suis chargée au Parlement européen de vérifier qu'on retire un texte quand on en crée un autre. Ça, c'est dire. Et idée à retenir peut-être pour le prochain Parlement européen. Et après, on arrête. C'est moi le méchant, là. C'est moi qui décide. C'est aussi, pourquoi pas de donner un rôle aux députés européens de contrôler ce qui se passe dans leur propre pays. Pourquoi pas? C'est un débat pour la prochaine. Ils ont passé le travail. Merci à tous les quatre. Merci bien. Que les parlementaires nationaux fassent déjà leur rôle de contrôle. Hein. Madame Delahaye pense qu'ils ont déjà beaucoup de travail. Juste ce qu'il faut souhaiter, je crois qu'elle a raison. C'est déjà au moins que la participation soit importante le 26 mai aux élections européennes. Il faut que les citoyens aillent voter. Souhaitons-le. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci.